Salut praticiens, dans cette vidéo, je vais vous parler de 9 pratiques qui nuisent gravement au développement de votre activité de naturopathe. Alors, c'est quoi ces pratiques-là? Alors, ça peut être des pratiques ou des non-pratiques, d'ailleurs des non-actions qu'on fait. Le problème, c'est que si on ne fait pas attention, et c'est le cas d'énormément de naturopathes qui arrivent sur le marché, ils n'arrivent pas à développer leur activité. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs aspects dans le non-développement de cette activité-là, c'est que le plus gros problème qui se pose, alors c'est pas forcément lié au naturopathe, euh, mais ça y joue beaucoup, euh, c'est des études qui sont très longues pour certaines formations. Donc on est plongé dans cet univers de naturopathie, c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant. Pour certaines commencent déjà à exercer, entre parenthèses, avant même de s'installer officiellement. Et du coup, ça nous met dans une atmosphère assez intéressante, assez bienveillante, assez studieuse aussi. Le souci, c'est que quand on termine sa certification ou un petit peu avant, donc on commence à se poser les bonnes questions sur le développement d'un cabinet en naturopathie, donc on se dit, voilà, bon, là, je vais avoir mon diplôme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir ma certification. C'est quoi l'étape 2? Alors l'étape 2, elle est le plus souvent, donc on la voit venir de très très loin, on s'y rend pas compte, mais le temps allant très très vite, on se retrouve très rapidement à devoir développer son activité. Pour développer son activité, on n'est pas formé pour ça. Quand on a fait une école de naturopathie, que ce soit en présentiel ou à distance, on n'apprend pas à développer une activité, entre guillemets, commercialement. Et c'est là où ça pose problème. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a été formé pour ça, ni à l'école, c'est-à-dire ni au collège, ni au lycée. C'est-à-dire que même les concepts d'argent, de finance, de développement d'activité, de liberté, etc., ne sont pas du tout enseignés à l'école. C'est pas le postulat d'ailleurs de l'école. L'école n'est pas faite pour ça. Alors, entre parenthèses, j'en parle dans l'espace formation. Euh, de ces blocages-là, de ces chaînes-là, ou plutôt de ces cages qu'on intériorise depuis qu'on est petit. Je ferme la petite parenthèse. Donc on n'est pas du tout adapté on n'est pas du tout formé ou éveillé à ces questions-là. Et le problème, c'est que quand on rentre dans ce marché-là, on se retrouve la plupart du temps démuni. Alors au début, on est encore dans cette énergie de la formation, on est encore en contact avec comme on dit maintenant, les apprenants, les élèves ou les collègues. On est aussi en contact avec des praticiens, ceux qui nous ont appris notre métier. Mais plus le temps avance, plus on a la pression de développer son activité, donc plus on se retrouve aussi isolé. C'est pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour se développer. Et dans cette vidéo, je vais aborder 9 pratiques qui nuisent gravement et horriblement au développement de votre activité de naturopathe. Alors je vais le faire. Ça ne veut pas dire que. Alors c'est des pistes, hein, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, et vous allez comprendre enfin, par extrapolation, ce qu'il faut absolument faire. Alors le premier point, c'est la question de l'argent. La question de l'argent, elle est vraiment centrale dans votre activité. Centrale, mais je n'ai pas dit fondamentale. Elle est très importante, parce que si on a un problème avec l'argent, si on est brouillé avec l'argent, on aura un gros problème pour se développer. Alors, je m'explique. Quand on fait ces métiers-là, c'est pas forcément, nécessairement, pour devenir hyper riche. C'est pas du tout le but. Donc tous les praticiens naturopathes que j'accompagne n'ont pas du tout cette mission de vie. Leur objectif, c'est plutôt d'apporter en fait le bien-être autour d'eux, un maximum de bien-être à un maximum de personnes. Donc la question de l'argent, comment elle se pose, c'est que si on a un rapport avec l'argent qui n'est pas naturel, qui n'est pas plutôt pacifié, si on pense que l'argent est sale, ça pose problème. Ça pose problème parce on aura un problème pour fixer ses tarifs, on aura un gros problème pour faire ça. Et deuxièmement, ça nous met dans une attitude en fait marchande. Et c'est absolument ce qu'on ne veut pas faire, et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est dans ces métiers-là, c'est de penser qu'en rentrant sur ce marché-là, on doit être un prestataire de service. Alors, j'explique un peu. Au niveau de la loi, c'est vrai, on est des prestataires de service quand on est naturopathe, c'est-à-dire on doit tenir une comptabilité, on doit s'enregistrer au niveau de l'URSSAF, si on choisit la micro-entreprise.
On doit également donc tenir sa comptabilité, on doit fixer des tarifs, on doit parler de prestations, de conditions générales de vente, etc. Ça, c'est au niveau de la loi, au niveau légal, on va dire. Mais c'est pas le plus important. Si vous faites ces métiers-là, c'est pas pour être... ça, c'est une obligation technique, on est obligé de faire ça. Parce que si on reprend, par exemple, avant on n'appelait pas ça un naturopathe, mais si on reprend les praticiens depuis la nuit des temps qui exercent ces métiers-là, il n'y avait pas d'URSSAF à l'époque. Donc on ne s'encombrait pas avec ces histoires-là. Aujourd'hui, on est obligé d'être déclaré, on est obligé d'avoir une comptabilité, de fixer ses tarifs, etc. Mais au-delà de cette question de technicité, d'obligation, il faut qu'on se dise que l'argent n'est pas forcément une chose mauvaise. Alors si ce n'est ni une chose mauvaise, ni une chose bonne. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un couteau de cuisine, on peut faire plein de choses avec. On peut faire des choses extrêmement horribles, comme on peut faire des choses extrêmement succulentes. Donc c'est à vous de voir en fait comment vous allez utiliser cet outil-là. L'argent, c'est exactement la même chose. C'est plutôt un transfert d'énergie. C'est finalement quand vous apportez de l'aide à une personne qui en a besoin, c'est pas en fait le retour que vous avez en termes d'argent, c'est pas forcément un salaire ou une compensation financière. C'est pas du tout ça, parce que le bonheur ou le bien-être que vous allez apporter à ces personnes-là. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc le bonheur et la satisfaction ou le bien-être que vous allez apporter aux personnes n'est pas monnayable. Et c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que vous ne vendez pas vraiment votre aide. C'est-à-dire que l'argent qui va être perçu entre guillemets en retour, c'est même pas une compensation. En fait, c'est une sorte d'énergie qui retourne, qui vous aide en fait à mieux développer votre activité. C'est-à-dire que si vous travaillez bien et que vous rentrez de la trésorerie, cette trésorerie-là servira à quoi? Non pas à vous devenir riche, à acheter un yacht et mettre une grosse chaîne d'or comme les rappeurs autour de votre cou, c'est pas le but. Quoi qu'on peut aimer ça, c'est pas le but, je pense. Donc le but c'est quoi? C'est d'avoir assez de trésorerie pour pouvoir continuer à travailler, à être libre financièrement, à ne plus dépendre, ne plus avoir cette boule au ventre quand on veut développer son activité. C'est-à-dire être libre. Être libre, ça veut dire quoi? Être capable d'avoir une latitude d'action, c'est-à-dire de ne plus être contraint par cette question d'argent et de ne se consacrer qu'à son métier et finalement qu'au bien-être des gens qu'on accompagne. Donc c'est pour ça l'argent, il faut le prendre tel qu'il est, c'est un outil, c'est une valeur. Aujourd'hui, ce sont des chiffres numériques dans des comptes en banque, dans des logiciels, des serveurs. Il peut y avoir aussi la monnaie fiduciaire, le papier qu'on s'échange, le chèque, c'est un bout de papier. Avant, c'était le troc, c'était peut-être des plumes, c'était peut-être des métaux, etc. Donc, ce qu'on appose sur ce qu'on appelle argent, d'ailleurs le nom vient de l'argent, du métal, donc ce qu'on appelle argent aujourd'hui peut demain changer complètement, mais en vrai, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas de l'argent que vous cherchez, que vous recherchez. Ça, c'est une obligation technique, on est obligé d'en avoir pour continuer à se développer. Et puis, le plus important, c'est l'aide que vous allez apporter aux autres. C'est ça le plus important. Donc cette question d'argent, il faut vraiment la régler de suite, rapidement. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet, parce qu'il y a énormément de blocages et de limites intérieures qu'on subit. Peut-être par rapport à une situation familiale, peut-être par rapport à l'enfance, etc., etc. Donc cette question de l'argent, il faut la régler avant même de commencer. Alors le deuxième point très important, c'est, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, c'est de ne pas croire en vous. Alors ça peut paraître bateau, mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon le syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est quand on pense qu'on n'est pas assez capable, on n'est pas encore prêt ou prête à aider les autres. C'est-à-dire qu'on se sent finalement comme un imposteur ou une imposteur. Et qui dit imposteur dit peur de se faire débusquer à tout moment. C'est-à-dire qu'on va aller non seulement on va pas prospecter, on va prospecter d'une manière, ou plutôt se rendre visible d'une manière, ça j'en parlerai dans un prochain point, d'une manière assez maladroite, parce qu'on a toujours peur de se montrer, parce qu'on se dit, je ne peux pas trop me mettre en avant, je ne suis pas encore prête pour faire ça. Et ça a des conséquences. Quelles sont les conséquences? Ben déjà, limiter notre action, notre créativité, parce qu'on aura peur. Il n'y a rien de bon quand on a peur. Donc on aura peur de parler aux gens,
on aura peur de s'affirmer, on aura aussi peur de ce qu'on appelle en marketing d'avoir une promesse claire, franche, et de dire je vous accompagne vers le mieux-être, voilà, parce que c'est quelque chose qui se ressent de l'autre côté. Quand on a trop peur de paraître pas assez près, ça se ressent et c'est pas bon. Deuxième aspect, c'est que enfin, la deuxième manifestation de cette peur-là, c'est par exemple de continuer à se former sans arrêt. De continuer à se former en se disant que je ne suis pas encore prêt, donc je vais continuer à me former. Et finalement, en fait, je fais juste que retarder l'échéance. C'est quoi l'échéance? C'est de commencer, voilà, factuellement, concrètement, à aider les personnes autour de nous. Alors, cette question de la confiance en soi, au début, c'est quelque chose qui se pose. Après, ça s'estompe avec le temps, mais ça ne s'estompe pas tout seul. Il faut faire des choses, faut avoir des actions dans son environnement. Il ne faut pas être seul, il faut peut-être être avec des gens qui sont dans la même situation que nous, se remonter le moral, trouver des techniques, des parades, des béquilles psychologiques pour pouvoir le faire, comme le fait par exemple de continuer à se former indéfiniment en pensant qu'on n'est jamais prêt. Donc à un moment donné, si vous avez votre certification, vous vous lancez. Alors ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'avant même de se lancer, on commence déjà les consultations. C'est une manière de se roder, d'apprendre, hein, de continuer, et puis surtout d'acquérir cette confiance en soi qui est très importante. Parce qu'il faut savoir que les gens, quand ils viennent vous voir, c'est qu'ils sont... en fait, ils pensent que vous êtes quelqu'un de compétent et de bienveillant. Donc c'est pour ça qu'ils viennent vous voir en consultation. Donc essayez au début de ne pas trop montrer cette peur-là, parce que les gens ne le voient pas si vous ne le montrez pas. Ils ne sont pas censés savoir que vous avez la trouille. Donc c'est un exercice à faire, et comme on dit en anglais, fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à ce que ça marche. Ça c'était le point, donc mon troisième point, mon deuxième point. Alors, ça aussi c'est affreux quand on s'improvise vendeur ou vendeuse, c'est-à-dire quand on est dans une démarche commerciale, quand on pense qu'on doit être dans une démarche commerciale forcément pour guillemets se vendre. Alors, moi, je vous apporte aujourd'hui une très bonne nouvelle, hein. C'est que si vous avez fait ces métiers-là pour aider les autres, c'était pas nécessairement dans un but marchand, en tout cas pas fondamentalement. Moi, ce que je vous demande de faire, c'est de continuer à ne pas vendre vos prestations. Alors, c'est un conseil qui est contre-intuitif, dans un système qui n'est pas du tout adapté à ces métiers-là. C'est-à-dire que, en fait, c'est le côté marchand, ou supposé être marchand, qui prend le dessus sur la pratique. Et on se dit, et ça se ressent, c'est-à-dire que dès qu'on commence à vouloir trop se vendre ou se montrer d'une certaine manière comme étant quelqu'un de marchand ou de marchande, en fait il y a un truc qui commence à clocher en nous, il y a une petite lampe qui s'allume, qui nous dit attention, t'es pas un commercial, t'es une naturopathe ou un naturopathe, t'es là pour aider les autres, c'est affreux de se vendre et tout, donc le capitalisme, tout ça, donc tous ces carcans qui viennent. Alors je vous demande pas d'être capitaliste, c'est pas le propos. Je vous demande juste de faire attention à rester toujours aligné. Alors pourquoi c'est contre-intuitif? Parce que dans une logique marchande, quand on parle de logique marchande, c'est-à-dire qu'il faut prospecter, se montrer, vendre la prestation, afficher des tarifs, parfois forcer la vente, donc on parle de vente, donc tout ce jargon-là, je sais que c'est quelque chose qui horripile beaucoup de gens. Vous n'êtes pas du tout obligé de le présenter, au contraire, moi je vous invite à ne pas faire ça. Et comment, vous allez me dire, mais comment vendre ma prestation, mon service, mon temps, mon expertise, mon métier, mon savoir-faire, sans me vendre? Alors c'est ça la nuance, j'en parle aussi dans l'espace formation. Si vous voulez des informations, vous trouverez toutes les informations sur lecoindespraticiens.fr. Donc j'en parle dans une formation d'ailleurs qui s'est offerte pendant 15 jours. Entre guillemets, pour se vendre, il ne faut pas se vendre. C'est-à-dire qu'il faut continuer à être perçu, à construire une image de soi dans sa pratique, à être perçu comme quelqu'un qui aide, qui est bienveillant, qui se soucie des autres. Et c'est ce signal-là, quand vous allez l'envoyer envers votre audience, qui va faire en sorte que les gens vont venir vous interpeller, que vous allez créer de l'interaction, et à terme, ça créera, entre guillemets, de la prestation. Donc les gens viendront vous voir en cabinet pour aller plus loin, s'ils ont un problème, pour virer ce problème-là. Donc vous n'êtes pas du tout dans une démarche de vente. Alors, le quatrième point, il est super important aussi. Alors, il y a un débat sur cette question-là. Et en fait, il n'y a pas vraiment de problématique sur cette question d'être généraliste ou pas. En fait, tout dépend de votre contexte. Si vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas nécessairement beaucoup de concurrence, vous pouvez vous permettre d'être généraliste, c'est-à-dire accompagner le maximum
des troubles les plus connus, c'est-à-dire le stress, les problèmes alimentaires, les maladies chroniques, les douleurs, etc. Donc vous pouvez être généraliste, vous pouvez vous permettre d'être généraliste dans certains contextes, mais actuellement, et c'est une tendance qui est en train de s'affirmer, il faut absolument avoir un positionnement. Alors quand je parle de positionnement, je ne parle pas de positionnement, quoique ça peut être lié, positionnement pédagogique, plutôt positionnement marketing, hein, commercial, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez perçu, identifié, reconnu, connu et reconnu comme étant le naturopathe ou l'un des naturopathes spécialisé dans tel trouble. Et c'est ça, bon, ça, c'est un choix, et tout choix est discriminatoire, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément attirer tout le monde, mais vous allez attirer les bonnes personnes. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que, justement, pour compléter le point qui était précité, pour ne pas être dans cette démarche marchande, justement, vous n'avez pas besoin de toucher des milliers de personnes pour vivre, donc vous ne vendez pas un produit. Vous avez besoin de toucher un certain nombre de personnes et de convertir, entre guillemets, ces personnes-là en clients, en séance. Et généralement, tout dépend déjà aussi de votre contexte, mais généralement, vous n'avez pas besoin de 60 clients par jour pour être, entre guillemets, rentable, pour être autonome. Vous avez besoin au minimum d'1,5, 2 clients par jour pour être optimal, hein. Tout dépend aussi de votre charge, donc avec précaution, cette notion. Mais vous n'avez pas besoin de toucher des milliers de personnes pour avoir des centaines de clients. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être reconnu comme un spécialiste dans sa pratique. Si vous n'êtes pas vraiment dans un contexte trop concurrentiel, enfin plutôt concurrentiel, parce que c'est ce qui va vous différencier des autres. Actuellement, on a les formations de naturopathie se valent quasiment toutes, plus ou moins, c'est-à-dire qu'elles sont généralistes, elles vous permettent, en fait, la naturopathie comme elle est enseignée, ce sont des outils et des méthodes et des process qui vont vous permettre de travailler sur énormément de problématiques, mais pour vous distinguer de tous les autres praticiens, vous devez avoir une certaine identité, une certaine singularité dans les métiers. Parce que il y a des centaines, peut-être des milliers de naturopathes qui se forment chaque année, qui sont sur le marché, et comment feront les gens qui ont besoin de votre compétence, comment ils font finalement pour vous dissocier, vous singulariser, vous dire, voilà, cette personne-là. Au-delà de la question du discours, parce qu'on est complètement différents les uns des autres par rapport à notre discours, ce qu'on dégage en fait comme image, mais aussi pouvoir se dire, voilà, j'ai un problème spécifique, est-ce que si je tombe sur le site internet, sur votre site internet ou des documents papier imprimés, par exemple des flyers ou des tracts, est-ce que je me dis, cette personne-là est capable de m'aider, par exemple, si j'ai une sclérose en plaques ou une fibromyalgie, est-ce que cette personne-là est capable de m'aider? Si je vois que dans ces documents, elle met, voilà, j'accompagne les personnes qui souffrent, par exemple, d'obésité, d'insomnie, etc. Donc la question, c'est une question qui doit se poser. Alors, le point suivant, c'est de ne pas laisser les autres parler de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que naturopathe, dans le contexte français, parce que c'est vrai que y a quand même un vent contraire, il y a quand même une animosité envers tout ce qui est, entre parenthèses, thérapie brève, donc toutes ces pratiques-là dites alternatives, et c'est à vous, justement, de prendre les devants, de parler de votre pratique, de vulgariser, d'expliquer ce que c'est que la naturopathie, partir du principe que les gens ne savent pas forcément ce que vous faites, et ça peut être aussi, peut tomber sur le coup du syndrome de l'expert, c'est-à-dire que quand on passe des années à plonger dans les livres, dans la pratique, dans l'expérimentation ou dans l'apprentissage, on a tendance à croire que tout le monde a cette connaissance-là, ou du moins une partie. Alors c'est pas du tout le cas. Les gens ne savent pas exactement ce que c'est que la naturopathie. Ils ne savent pas si ça peut les aider ou pas. C'est-à-dire que même quand bien même ils chercheraient un praticien sur Internet, par exemple, ils vont pas forcément chercher les naturopathes. Vous aurez un public averti qui connaît ces pratiques-là. Par contre, la majorité de votre public ne connaît pas du tout. Donc, en fait, pour eux, un naturopathe, un praticien en hypnose ou un sophrologue se valent, parce qu'ils ont juste besoin d'une solution. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la promesse, une promesse forte, c'est-à-dire que si vous êtes naturopathe, que vous avez on va dire une singularité, des troubles que vous accompagnez et que vous avez une promesse forte, c'est beaucoup plus engageant pour les gens. C'est beaucoup plus crédible aussi. À leurs yeux, ils vont dire, voilà, c'est une personne qui est spécialisée et elle affirme qu'elle peut aider telle ou telle problématique. Donc c'est intéressant, je vais aller plus loin, je vais écouter ce qu'elle dit. Donc si vous ne parlez pas, ce qui va se passer, c'est tout le monde qui va parler à votre place. Le premier tout le monde, c'est les médias. Alors les médias, parce que
Je rappelle que ce sont des entreprises privées, donc elles cherchent à faire du buzz, de l'audimat. Et généralement, pour faire du buzz, on va parler des trains qui partent en retard, jamais des trains qui partent à l'heure. Donc on va parler de votre pratique. Il y a d'ailleurs un reportage qui est passé sur France 2 sur certaines pratiques en thérapie brève. Voilà, ce sont des arguments toujours à charge. C'est pas très équilibré. Donc n'attendez pas que les gens parlent en bien de votre pratique. Il faut absolument que vous preniez votre bâton de pèlerin, que vous allez voir les gens. Alors, allez voir les gens sur Internet notamment, que vous diffusez de l'information et qu'on comprenne que voilà. La multiplication en fait des gens qui parlent de la naturopathie va faire en sorte que les gens vont connaître de plus en plus cette pratique-là et que le bien qui en ressort de ces pratiques-là, de cette pratique-là, de la naturopathie, va s'étendre au maximum de personnes. Donc n'attendez pas que les gens, ne laissez pas surtout les gens parler à votre place, parce que la nature n'aime pas le vide. Prenez votre responsabilité en tant que praticien en naturopathie et adressez-vous aux gens. Expliquez ce que c'est que la naturopathie, expliquez ce que c'est qu'un accompagnement holistique ou global, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça marche, quelles sont les objections liées à la naturopathie, parce que quand on dit naturopathie, il y a le mot nature, donc on se dit, voilà, est-ce que c'est des babacools, est-ce que c'est des gourous, donc les gens ont encore ces réflexions sur votre métier. Donc c'est à vous d'expliquer ce que c'est que votre métier de manière claire, simple et directe. Alors, pour continuer, donc la transition est faite, pour parler simplement et clairement aux gens, attention à ne pas parler comme des médecins. Ça aussi, c'est le syndrome, ça fait partie du syndrome de l'expert, c'est-à-dire les personnes qui sont depuis des mois, des années dans des manuels, donc à bûcher tout ce qui est pathologique chez l'homme. Donc on a tendance à parler de sa pratique d'une manière un peu scolaire, un peu académique, un peu froide aussi. Et ce message froid, en fait, on va peut-être certains naturopathes, quand ils débutent, et c'est surtout par maladresse, vont penser que en adoptant ce discours-là savant, ça va donner beaucoup plus de crédibilité à cette pratique-là. Peut-être pas à eux en tant que personne, mais plutôt à la pratique. Donc les gens vont se dire, voilà, quand même c'est sérieux parce qu'il y a un jargon médical derrière. Alors, ne faites surtout pas ça, c'est pas le plus important. Donc, je vous disais avant, les gens quand ils cherchent à engager, entre guillemets, ou à travailler avec un naturopathe, ou avec n'importe quel praticien en thérapie alternative ou thérapie douce, en médecine douce, en fait, ils cherchent vraiment une solution. Peu importe oui, on peut dire peu importe en fait la méthodologie, ou le process, ou la pratique, ou le métier, ce qui leur importe, c'est les résultats. Si demain vous avez mal aux dents, si vous avez une rage de dents, quel que soit la couleur de peau du dentiste, son nom, son origine, sa confession, on s'en fout, mais royalement. Ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. Donc les gens, c'est un exemple un peu extrême, mais les gens sont dans ce cas de figure, parce que surtout, c'est des gens qui sont dans des douleurs, par exemple, chroniques. Ils ont testé énormément de choses, donc les médicaments, le yoga, la méditation, etc. Mais peut-être ça donne des résultats, mais pas assez probants, donc ils sont toujours en recherche de solutions. Ils ont une douleur persistante, présente. Quand ils tombent, donc ils ont peut-être fait un parcours médical assez fourni, donc tout le jargon médical, ça ils le connaissent, surtout si le jargon médical est accolé à une impuissance, c'est-à-dire que si tout le parcours de soins n'a pas permis de régler ces problèmes-là, donc ils vont associer ce discours-là à une impuissance justement du médecin à régler leurs problèmes, ou d'apporter un soulagement à ces douleurs-là. Donc vous, quand vous arrivez et que vous parlez de votre pratique, ne parlez pas aux gens, n'ayez surtout pas ce discours médical ou ce discours académique ou froid. Parfois on a des discours qui sont du type entreprise, c'est-à-dire que, moi je le vois très souvent en coaching, c'est les personnes qui se disent, en fait qui parlent comme dans une brochure. La naturopathie, qu'est-ce que la naturopathie? 2 points. La naturopathie est une pratique holistique qui permet de d'accompagner des problématiques extrêmement diverses et variées. Oui, les gens ne parlent pas comme ça. Donc, si vous voulez vraiment avoir une idée précise de comment il faut parler, ben, mettez-vous dans la tête, même pas, c'est-à-dire, essayez de discuter avec une personne qui vous pose une question sur la naturopathie et voyez comment vous pouvez répondre à cette personne. Est-ce que vous allez lui dire, la naturopathie est une discipline qui permet de... Personne ne parle comme ça, en fait, en vrai. Donc, les gens qui ont cette douleur-là, qui ont besoin de votre compétence, ils ont besoin d'une personne, bien sûr, compétente, mais une personne proche. C'est-à-dire que dans le discours, ne soit pas trop vague, ou trop académique, ou trop savant. Donc, c'est très important d'être accessible, de rester accessible. Et de cette manière-là, vous allez donc créer une connexion avec les personnes, créer un engagement, créer un lien,
Et puis, vous allez aussi faire adhérer les personnes à votre pratique. C'est quelque chose qui est tout à fait... Enfin, cela va de soi. Alors, hop, parler comme un médecin, voilà. Donc, ça, je l'ai traité. Je ne sais pas pourquoi il est en deux. Le bouche à oreille. Alors, c'est un sujet qui va faire grincer des dents. Je sais que c'est un sujet qui est polémique, mais bah, j'y vais, hein, je mets les pieds. Est-ce qu'il faut attendre qu'une discipline, est-ce qu'il faut attendre que votre cabinet se fasse connaître tout seul, c'est-à-dire compter que sur le bouche à oreille, ou est-ce qu'il faut se développer avec d'autres moyens? Il y a des praticiens qui pensent il y a des naturopathes qui pensent que le meilleur moyen de se développer, d'acquérir une clientèle fidèle, c'est le bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, statistiquement, c'est entre 3 et 5 ans. Il faut attendre entre 3 et 5 ans pour que ça marche. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher dès le départ. Il peut y avoir des cas qui, à mon sens, sont exceptionnels. Dans certains cas, dans certains contextes, on peut commencer à travailler rapidement parce que peut-être qu'on a déjà commencé à travailler avant d'avoir son diplôme, peut-être qu'on est dans une petite agglomération, peut-être qu'on est dans un contexte où les gens connaissent un petit peu ces pratiques, peut-être qu'on est installé dans un cabinet partagé où ça brasse énormément de gens. Donc, peut-être qu'aussi qu'on a pris la place de quelqu'un qui travaille dans un... Voilà, on a déjà récupéré un fonds de commerce. Donc, ça peut arriver. Par contre, pour la majorité des praticiens que je suis, le bouche à oreille est une fausse bonne solution. D'ailleurs, ça peut être aussi une béquille psychologique pour les naturopathes qui ont peur de se développer, peur de se montrer, peur de créer du lien avec leur audience, de faire parler de leur pratique, en se disant je vais attendre que ça se fasse parce que c'est le meilleur moyen. Et c'est parfois une forme de procrastination déguisée, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on se base sur un principe, une façon de faire, qu'on on se perçoit que c'est la meilleure manière qui soit de se développer, mais il y a une partie de nous qui sait que c'est par rapport à la peur, c'est pas forcément par rapport à l'efficacité de cette méthode. Donc le sacre au sein bouche à oreille, moi je mets un bémol, je dis pas que c'est pas intéressant, c'est-à-dire même toutes les manières qu'on a de parler, de faire parler de son activité, en fait, ce sont des formes de bouche à oreille, mais beaucoup plus optimisées, c'est beaucoup plus proactif. Donc, le problème que j'ai avec le bouche à oreille, le sacro-saint bouche à oreille, c'est qu'il est passif. Et moi, voilà, c'est quelque chose que je vois, les gens qui sont dans cette passivité-là ne développent pas ou très très peu leur activité. Donc, le bouche à oreille, sur le principe, oui, c'est fondamental. Il faut que la bonne nouvelle se répande, mais il faut l'aider quand même. Il faut l'aider un petit peu avec des moyens techniques, avec des moyens donc, sur le web, avec le travail par exemple avec des prescripteurs, etc. Il y a plusieurs techniques qui peuvent le faire, qui peuvent vous y aider. Mais voilà, quand je dis, à moins que vous ayez entre 3 et 5 ans et que vous ayez touché l'héritage de tante Gertrude, ça va être un peu compliqué de se développer en se basant que sur le bouche à oreille. Alors, point important aussi, le fait de rester seul. Comme je l'ai dit avant, c'est-à-dire on est dans une dynamique quand on est en train de se former, on commence on est excité, on est tout excité ou tout excité, et on commence à essayer à exercer ses compétences sur la famille, sur les amis, on commence un petit peu à encaisser un petit peu au black, par-ci par-là. Mais à terme, cette solitude-là, parce qu'on est seul, on n'est plus à l'école, on n'est plus peut-être connecté avec les collègues de travail, enfin les collègues de l'école, les élèves ou les apprenants, ou les professeurs ou les maîtres, en fait, et plus cette solitude-là s'ancre, plus on se sent seul, plus quand on est seul, donc c'est de l'angoisse, c'est de la peur, on se dit, est-ce que je continue à faire ce métier-là, quand j'arrive pas à le développer? En fait, on arrive même à douter de son propre métier, ses propres compétences. Cette solitude-là, c'est quelque chose qui est toxique. Il faut absolument trouver une communauté, il faut trouver des personnes, un environnement, se créer un environnement qui permette, un environnement réel, c'est-à-dire dans la vie réelle ou sur Internet avec des praticiens, pour pouvoir continuer justement à vibrer, continuer à avoir cette énergie-là, parce que c'est hyper important, si on perd cette motivation-là, on perd quasiment tout ce qui est derrière. Donc c'est très important, dès le départ, de se constituer cet environnement qui va nous aider justement à garder cette énergie intacte, et que si on a une baisse une baisse de tension, une baisse de motivation, ben, qu'on trouve toujours des personnes qui vont nous remonter le moral, et voilà, on va remonter sur la selle, et puis hop, c'est reparti. C'est très très important, parce que finalement, développer une activité comme ça de naturopathe, ou un cabinet de naturopathe, ça tient plus à de la motivation et de la détermination que à de la technique. Parce que la technique, ça s'apprend.
tous les processus, les process qui permettent de développer son activité s'apprennent. Par contre, la motivation, c'est vraiment le véritable capital qu'on doit tous avoir quand on veut se développer. Alors justement, si vous voulez rejoindre cette communauté-là, moi j'ai créé un groupe Facebook privé, je tiens à le préciser, qui s'appelle Praticien, faites décoller votre activité. C'est un groupe privé qui permet justement c'est comme une source d'eau en fait, dans ce désert d'informations et de solitude. Donc c'est un point de ralliement, de contact entre des centaines de praticiens qui ont comme objectif justement de développer leur activité. Alors c'est pas que des naturopathes, mais il y en a qui ont besoin d'un endroit où on peut parler librement. C'est un groupe privé, j'ai voulu que ça soit privé, ça restera privé, pour qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques, échanger sur le développement de leurs pratiques, où j'interviens régulièrement avec des lives et des vidéos et des conseils. Donc si vous avez des questions sur le développement de votre activité, sur l'un des aspects que je viens de citer, ou ne serait-ce que pour avoir justement l'expérience partagée d'autres naturopathes, c'est très très important d'être dans une communauté bienveillante. Alors il existe des pages de naturopathie, notamment sur Facebook, ou des comptes sur Instagram qui permettent justement de ne pas se sentir seul. Le seul hic, en fait, c'est que ces pages-là ne sont pas forcément dédiées au développement de votre activité, mais plutôt à la pratique en elle-même. Quoique, on peut y aborder quelques éléments de ce développement-là, de cette volonté de vous développer, mais très important, il faut que vous ayez une communauté de naturopathes qui va vous aider justement dans votre pratique en elle-même, avec du partage d'expérience, et puis aussi une communauté qui va vous permettre de vous développer. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut continuer quand même à être en mode de veille, en fait, de ce qu'on appelle de la curation de contenu, d'avoir toujours de la nouvelle information, d'interagir avec les naturopathes pour continuer à évoluer, continuer à trouver de meilleures solutions pour les personnes qu'on accompagne, et puis derrière aussi d'être accompagné, d'être entouré par une communauté qui vous aide à vous développer et à garder surtout le moral. Donc ces praticiens, faites décoller votre activité. J'espère que vous allez réfléchir à tous ces points-là. Peut-être que vous ne les avez pas tous en même temps. Je pense que c'est le cas. Hein. Donc, mais faites quand même attention à ces points-là. Ne vendez pas. Parlez de votre pratique comme un naturopathe ou une naturopathe, c'est-à-dire avec amour, avec bienveillance, avec efficacité et avec confiance. C'est très important. C'est comme ça que vous allez développer non seulement votre cabinet, votre propre cabinet, mais que vous allez étendre en fait une bonne vibration sur votre, enfin une bonne vibration et une bonne communication, une bonne perception chez le public de votre pratique en naturopathe. D'ici là, je vous dis à bientôt dans le groupe Praticien, faites décoller votre activité. Merci de votre écoute. Allez, ciao!